On va vous présenter cette mission Microscope ce matin, qui décollera la semaine prochaine du Centre spatial guyanais, donc le 22 avril, à 23h02 heure de Paris, à bord d'une fusée Soyouz. Donc parmi les rôles du CNES, évidemment tout le monde connaît les formidables explorations et observations de la planète Terre. Tout le monde connaît l'exploration planétaire, le système solaire et peut-être même au-delà du système solaire. Mais il est quand même assez étonnant de retrouver le CNES dans la physique fondamentale. C'est peu connu du grand public, parce que évidemment on n'attend pas une agence spatiale sur ces thèmes absolument fondamentaux. Pour vous présenter, pour décrypter tout cela, tous ces enjeux, on a réuni autour de nous six experts, des chefs de projet, des scientifiques, des chefs de projet aussi, et des chefs scientifiques impliqués dans cette mission spatiale, qui viendront nous présenter, nous décrypter l'ensemble de la mission, son historique, les outils, la plateforme, et puis les mesures. Parce que pour la première fois, peut-être dans l'histoire des hommes, eh bien, on va challenger peut-être la plus grande théorie scientifique jamais émise, il y a tout juste un siècle, à peine un peu plus d'un siècle, par Albert Einstein. Cette théorie, évidemment, c'est celle de la relativité générale, et donc Microscope va stresser, va mettre en tension cette théorie énorme. Voilà. Donc on va revenir évidemment là-dessus. Et donc je vais vous présenter d'abord Thibaut Damour, qui est professeur à l'Institut des hautes études scientifiques et qui va venir nous dresser un panorama de cette quête merveilleuse en fait, des études sur la gravitation et sur le principe d'équivalence. On y reviendra très en détail. Et puis après, nos 5 experts, Sylvie Léon, qui travaille au CNES, qui est responsable de la thématique physique fondamentale au CNES, Yves André, également chef de projet Microscope au CNES, et puis Alexandro Azzei, adjoint au chef de projet à l'Agence spatiale européenne, qui viendra nous parler des micropropulseurs que l'agence a fournis, Pierre Touboul de l'ONERA, qui viendra nous parler également de la plateforme et de l'instrumentation. Et enfin, Gilles Maîtrise de l'Observatoire de la Côte d'Azur et du laboratoire GeoAzur, qui nous parlera également des mesures. Mais avant d'écouter donc et d'interroger nos spécialistes et nos invités sur le principe d'équivalence, sur la gravitation, sur l'espace-temps, parce que on va challenger toutes ces notions, avant de tout comprendre sur ce qu'est un satellite à compensation de traînée, que je ne connaissais pas, peut-être aussi on va explorer un peu la théorie des cordes. Donc vous voyez, des sujets extrêmement simples à vulgariser. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales. Bien, bonjour. Merci Gilles pour votre exposé sur un sujet, de mon point de vue, très important. Le CNES a participé à développer des satellites scientifiques, mais celui-ci est peut-être une des missions spatiales les plus importantes que nous avons devant nous. Et c'est une mission difficile à expliquer. C'est pour cela que nous avons préparé cette conférence de presse. Pourquoi c'est difficile à expliquer? C'est tout simple, parce que les missions dont on parle sont finalement les missions qui font de l'imagerie. Mettez Corot en orbite, il fait des photos d'exoplanètes, on voit une exoplanète, on voit une étoile, et puis quelque chose qui pourrait ressembler à une Terre. Tout le monde comprend. Vous envoyez Philae sur Rosetta, on comprend encore mieux. Là, principe d'équivalence, alors, on a beaucoup travaillé parce que c'est très compliqué, mais il faut quand même qu'on explique ce que nous faisons avec des arguments assez simples. L'exemple que j'ai donné, c'est la question, en fait, c'est dans le Lille, 1 kg de plume et 1 kg de plomb, chutent-ils à la même vitesse? Ça fait un peu Lucky Luke, si vous voulez, parce qu'on voit souvent, quand on compare les plumes et le plomb, c'est toujours des histoires de bande dessinée, c'est un peu cocasse, mais c'est finalement ce que ça représente. On démontre dans les classes élémentaires, c'est classique, que 2 corps tombent de la même façon dans un tube à vide. Vous avez tous vu ou fait l'expérience, un tube, on met une boule de plomb, on met une plume, quand il y a de l'air, quand on renverse le tube, le plomb tombe très vite et la plume se balade en l'air, ensuite on fait le vide et ça tombe à la même vitesse. Mais ça tombe à la même vitesse, c'est ce que tout le monde pense, en fait les choses sont un tout petit peu plus différentes que cela, et il y a une différence entre la masse inertielle et la masse pesante, c'est ce dont on va parler. Et c'est pour cela que
Notre comité des programmes scientifiques a décidé il y a déjà quelques années qu'il fallait développer cette expérience, qui, je le répète, est une expérience de physique fondamentale, mais qui est fondamentale puisqu'elle va éprouver la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Donc vous verrez sur cette très belle maquette que les choses ne sont pas faciles, mais toutes les équipes qui sont associées à ce projet ont fait preuve d'ingéniosité. Le CNES a développé le système complet à réaliser le satellite. Nous l'avons aussi financé et ceci se fait comme toujours dans le cadre des projets de sciences spatiales en coopération d'abord avec l'ENERA bien sûr, avec le laboratoire GeoAzur, avec l'ESA, avec le DLR. Donc tous ces représentants seront ici. Le prochain rendez-vous, si tout va bien, c'est vendredi prochain. Dans une semaine, nous serons en Guyane pour un lancement exceptionnel puisqu'il s'agira d'un lancement Soyouz. Ce sera le début des commémorations du 50e anniversaire de la coopération spatiale entre la France et la Russie. Encore un autre lancement Soyouz dans le courant de l'année en Guyane et puis bien sûr le lancement de Thomas Pesquet depuis Baïkonour au mois de novembre. Ça sera aussi l'occasion de mettre en orbite Sentinelle-1B et dans la suite de la COP21, de tout ce que nous faisons sur le climat, c'est un élément tout à fait important. Et Soyouz embarquera aussi du microscope qui est, comme je l'ai dit, une émission tout à fait remarquable. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Donc merci d'être venus aussi nombreux. Je pense que nous allons avoir une séance particulièrement intéressante. Merci. Microscope est un petit satellite. Véritable laboratoire de l'espace, il n'est pas tourné vers l'extérieur. Nul instrument d'observation, nul relais de communication. C'est un cocon construit pour réaliser des expériences en chute libre dans l'espace, loin des interférences et des perturbations de la Terre, mais assez près pour en ressentir la gravité. Microscope permettra de poursuivre des expériences menées déjà il y a 5 siècles par Galilée sur le principe d'équivalence. Ce principe postule que tous les objets, quelle que soit leur composition interne, tombent de la même façon, à la même vitesse, sujet d'une force que l'on appelle la gravité. C'est Newton, 80 ans plus tard, qui a énoncé la loi de la gravitation universelle, permettant d'interpréter aussi bien la chute des corps que le mouvement de la Lune autour de la Terre. Pour lui, la Lune tombe autour de la Terre, attirée par une force, la gravité. Microscope chutera aussi autour de la Terre. Mais ces chutes seront des chutes de 5 millions de kilomètres, permettant, grâce à l'instrument Tessage, de mesurer le principe d'équivalence avec une précision 100 fois plus élevée que sur notre planète. C'est en se basant sur ce principe d'équivalence qu'Einstein développa sa théorie sur la relativité générale, où il démontra que la Terre, comme toute masse, déforme l'espace-temps. Si la Lune tombe autour de la Terre, ce n'est pas parce qu'elle est attirée par elle, mais parce que la Lune suit la courbure de l'espace provoquée par la Terre. Si l'expérience microscope trouve une violation du principe d'équivalence, ça sera un moment très important dans l'évolution de la physique parce qu'on aura découvert un nouveau plan dans la construction de la réalité physique. On saura que la théorie d'Einstein de la relativité générale n'est pas une description complète de la gravitation, qu'il y a de nouvelles forces qui contribuent à la gravitation. Ça sera une découverte extrêmement importante, en ce sens que ça ne voudra pas dire que la théorie d'Einstein était complètement fausse, pas du tout, mais ça voudra dire qu'elle est un peu incomplète, qu'il y a une nouvelle interaction qui est très faiblement couplée à la matière, qui ne joue donc pas un rôle très important dans la physique aujourd'hui autour de nous, mais qui, sans doute, a joué un rôle très important, par exemple pendant le Big Bang, ou pourrait jouer un rôle très important dans l'évolution future de l'univers. Le cœur du satellite microscope, c'est l'instrument Tessage, un accéléromètre différentiel
qui doit tester avec une précision de 10 puissance moins 15 le principe d'équivalence. L'expérience microscope est basée sur 2 accéléromètres différentiels identiques. Un accéléromètre différentiel est composé de 2 capteurs inertiels. L'un intègre 2 masses de composition identiques en platine, le deuxième intègre 2 masses de composition différentes en platine et en titane. Donc le premier sert en fait à vérifier la qualité expérimentale. Nous pourrons ainsi mesurer les niveaux de perturbation à bord du satellite. Le deuxième instrument est composé d'une masse en platine et d'une masse en titane. On fera le test du principe d'équivalence. Des électrodes entourent et séparent les 2 masses qui flottent dans l'espace. Ces 2 cylindres sont maintenus fixes par des forces électrostatiques. Si le comportement gravitationnel des 2 masses est identique, les forces appliquées pour les maintenir en position sont les mêmes. Si le comportement gravitationnel est différent, alors un différentiel extrêmement faible devra être appliqué dans les forces de contrôle. C'est ce signal différentiel que Microscope va mesurer. Sur cette mission, en fait, il y a l'instrument, mais l'instrument est profondément lié au satellite. En fait. Le satellite participe aussi aux performances de la mission. Et donc, il y a vraiment eu un travail couplé entre le CNES et les équipes scientifiques depuis le début pour examiner tous ces aspects de précision, de performance, de bruit, de bilan d'erreur. Donc ça a vraiment été une affaire menée main dans la main avec les laboratoires, ce qui était tout à fait nouveau aussi pour le CNES. Le satellite interagit en permanence par le biais de ses micromoteurs pour garantir la perfection des mesures. Le satellite doit compenser toutes les forces non gravitationnelles. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la micropropulsion avec des poussées extrêmement faibles qui vont compenser, par exemple, le frottement de l'air rare qui reste à 700 km. Parce que ça suffit pour perturber la mesure. On va aussi compenser les photons du Soleil, la lumière du Soleil qui pousse légèrement le satellite. Toutes ces forces-là, parasites, doivent être enlevées. Donc on utilise directement l'instrument avec un système très performant de contrôle d'accélération qui va permettre de réaliser un laboratoire de physique quasi parfait. Une fois sur son orbite, il faudra 2 mois aux équipes du CNES en coordination avec les scientifiques pour rendre opérationnel le satellite Microscope. Ensuite, place aux expériences qui feront de Microscope ce laboratoire parfait qu'attend la physique depuis longtemps. Durée de vie prévue, 2 ans. C'est le CNES, c'est la France, qui a pris la maîtrise d'œuvre de ce vaste projet. Donc c'est évidemment absolument exceptionnel. Et vous allez voir que même d'un point de vue de la réalisation des instruments, jamais on a fabriqué des instruments pour l'espace aussi pointus que cela, en termes de métrologie. Donc c'est incroyable. On va travailler à 10 puissance moins 15. C'est-à-dire que seul Virgo et le LHC, peut-être au CERN, travaillent sur Terre à ces échelles-là, à ces précisions-là. Donc c'est absolument remarquable. Alors pour venir nous expliquer un petit peu les enjeux, eh bien je vais demander au professeur, au professeur Thibaut Damour, de venir nous expliquer ces enjeux justement. Donc je ne vais pas passer en revue, loin de là, toute la motivation scientifique pour faire cette expérience fascinante, mais je veux juste en quelques mots, brosser la motivation essentielle. Pourquoi il est important, du point de vue théorique, de tester le principe d'équivalence? Pourquoi quelque chose que Galilée, il y a un certain nombre de centaines d'années, on avait eu la vision, pourquoi il est important d'aller au-delà de ce qu'on a aujourd'hui? Donc, d'abord, le premier point que je veux faire, c'est que le principe d'équivalence, contrairement à son nom, n'est pas un principe de base de la physique. Ce n'est pas comme le principe de conservation de l'énergie. Ce n'est pas
quelque chose que vous ne voulez pas toucher parce que ça mettrait sans dessous toute la physique. C'était une hypothèse heuristique, une hypothèse théorique heuristique qui généralisait le principe expérimental que M. Le Gall a rappelé, que tous les corps tombent avec la même accélération, mais ça c'est un fait expérimental qui n'avait jamais été incorporé à un niveau profond dans les théories de la gravitation jusqu'à Einstein. Einstein a considéré que c'était un fait qui devait avoir un sens profond et il a fondé toute une théorie dessus, la théorie de la relativité générale. Mais le point essentiel que je veux dire, c'est que une fois cette théorie construite, on sait que cette théorie, elle est très bien compatible avec les observations, et l'observation récente des ondes gravitationnelles émises par la coalescence de deux trous noirs a montré encore que la théorie de la relativité générale était un élément essentiel de la gravitation. Mais en fait, à l'intérieur de cette théorie, une fois qu'elle est construite, cela suggère qu'il devrait y avoir des violations du principe d'équivalence à un certain niveau. Et je veux expliquer ce point-là. En fait, ceci a été remarqué dès 1919. En 1919, un physicien mathématicien, Theodor Kaluza, a écrit un article qu'il a envoyé à Einstein. Einstein a gardé l'article sous le coude pendant 2 ans, comme pour faire un rapport de référé, avant, parce que c'était une idée tellement nouvelle, il lui a posé beaucoup de questions, mais après 2 ans, il a dit oui, effectivement, il y a quelque chose sans doute de profond. Bon, à l'époque, on avait plus le temps, mais enfin, on sait que l'idée était de Kaluza, puisque l'idée fondamentale de Kaluza était de généraliser la théorie de la relativité générale, et dans cette généralisation, il a trouvé, d'autres personnes après lui ont montré que cette théorie impliquait des violations du principe d'équivalence. Et la façon dont il a trouvé, c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui. C'est-à-dire, dans l'idée de Kaluza, il y a quelque chose qui est dans les théories d'unification les plus modernes. La théorie de Kaluza était une théorie d'un espace-temps à 5 dimensions plutôt que 4, et qui contenait des champs supplémentaires. Mais le point essentiel que je veux dire, c'est que Einstein nous dit que l'espace-temps et la gravitation que la gravitation est une structure d'élasticité de l'espace-temps. Avant Einstein, l'espace et le temps étaient des structures rigides qui existaient indépendamment du contenu matériel, et vous pouviez remplir l'espace et le temps de matière, ça ne changeait rien à l'espace et le temps. Einstein nous dit que le cadre de déroulement de la physique, le contenant de la réalité, l'espace-temps, est un corps élastique, est un objet dynamique qui est déformé par la présence de matière et qui peut vibrer, comme on l'a vu récemment. Mais à l'intérieur de cette idée, on sait qu'elle est vraie, le principe d'équivalence lui dit, d'accord, il y a de l'élasticité dans l'espace-temps, mais toutes les autres interactions de la physique, je vais supposer qu'elles ont un caractère rigide. Et en particulier que tous les nombres sans dimension, comme la constante de structure fine, 1 sur 137, le rapport de la masse du proton à la masse de l'électron, 1836, qui sont des constantes qui relient la physique des particules à la physique gravitationnelle, que ça, ce sont des structures rigides, fixées une fois pour toutes, comme God-given, comme on dit en anglais, et que rien ne peut faire vibrer, fluctuer. Tout fluctue dans la théorie de la relativité générale, l'espace et le temps, sauf ça. Et la théorie de Kaluza, en fait, consistait à dire, eh bien non, si j'étends le principe d'élasticité d'Einstein non seulement à l'espace-temps, mais aux autres interactions de la physique, à la façon dont l'électromagnétisme se couple à la matière en présence de gravitation, il est plus naturel de dire qu'il y a un principe d'élasticité de toutes les constantes de la physique locale, comme justement la constante de structure fine. Et dès que vous faites ça, comme il a été remarqué pour la première fois par Marcus Firth en 1955, puis par Dickey en 1957, ça veut dire des violations du principe d'équivalence. Parce que ce qui constitue la masse d'un corps qui tombe, ça contient aussi par E égale mc2 toutes les énergies d'interaction, et ces énergies d'interaction, énergie de liaison électrique par exemple, contiennent les constantes de la physique. Donc si elles fluctuent, c'est que ce sont des champs dynamiques, ça veut dire qu'il y a des nouveaux champs qui se trouvent dans la gravitation. Donc c'est un raisonnement très simple et qui a été complètement incorporé dans les dernières théories d'unification. La théorie de Kaluza, c'est une vieillerie, c'est 1919, etc. Mais aujourd'hui, la théorie des cordes est une vaste généralisation de la théorie de Kaluza. Au lieu d'avoir 5 dimensions d'espace-temps, il y en a 10 ou 11. Au lieu d'avoir un seul champ supplémentaire,
il y a 70 champs scalaires en plus et des choses comme ça. Mais donc ça ouvre des possibilités beaucoup plus grandes de violer le principe d'équivalence. Bon, cela dit, ça c'est une motivation générale, de principe. Mais vous me direz, mais quelle est la probabilité vraiment que le microscope trouve quelque chose qui est évidemment dans l'esprit de tous ceux qui ont travaillé depuis 15 ans là-dessus. Il n'y a pas de façon rationnelle d'estimer cette probabilité. Alors on peut prendre le point de vue de Descartes. Descartes disait, il n'y a pas de raison de choisir quelque chose plutôt que son contraire, ça veut dire qu'il y a une chance sur deux que quelque chose soit vrai ou quelque chose soit faux. Donc de ce point de vue-là, il y a une chance sur deux que le microscope trouve quelque chose. Mais vous pourriez dire, oui, mais soyons sérieux, le principe d'équivalence n'est pas violé au niveau 10-13. En général, en physique, quand quelque chose est vrai jusqu'à la 13e décimale, pour beaucoup de physiciens, c'est que Galilée l'avait vérifié à la première décimale, Newton à la 3e décimale, Haute-Voche à la 9e, Dickey, etc. à la 12e. Par récurrence, ça doit être vrai à toutes les décimales. Eh bien, c'est faux, parce qu'il existe des modèles, des mécanismes qui expliquent naturellement pourquoi il peut se passer quelque chose en dessous du niveau 10-13. Personne ne vous dira que ces modèles sont des preuves absolues, mais en tout cas, ils montrent que rationnellement, il est faux de dire rien ne se peut passer en dessous de 10-13. Il y a même des calculs liés à l'expansion de l'univers qui disent ah oui, 10-13, un peu en dessous, est un niveau intéressant. Bon, ça ne prouve rien, mais ça montre en tout cas qu'il n'est pas exclu de voir quelque chose. Et donc, l'autre point, c'est qu'indépendamment de cette motivation générale, on peut dire qu'aujourd'hui, la gravitation, vous savez, quand Einstein vivait, les jeunes loups de la physique disaient « mais Einstein est un fossile, bon, il a eu une bonne idée avec la gravitation, mais la gravitation, ça ne sert à rien dans la physique des particules, c'est un truc qui est extrêmement faible, ça ne joue aucun rôle dans l'univers. » Aujourd'hui, le paysage théorique a complètement changé. La gravitation est revenue au centre de toute la physique des interactions. Les théories d'unification, ces rêves d'unification d'Einstein, c'est le rêve de tous les physiciens aujourd'hui. Et expérimentalement, en plus, on sait qu'il y a des choses liées à la gravitation qui restent très mystérieuses. Pourquoi est-ce qu'on a vu de l'énergie noire, c'est-à-dire une énergie du vide, qui est cette fois la 123e décimale en dessous de son échelle naturelle qui serait liée aux effets quantiques liés à la masse de Planck? C'est un mystère que personne ne comprend. Aussi, on peut dire que un principe très général, aujourd'hui, on pense que les lois de la physique, peut-être, ne sont pas liées à des structures, elles ne sont pas uniquement fixées, mais que c'est finalement la possibilité de la vie, le fait que nous existions, fait que nous sommes dans un oasis dans l'univers, nous sommes là, évidemment, où les lois de la physique sont compatibles avec la vie. Et vous pouvez vous poser la question, le principe d'équivalence est-il nécessaire à la vie? En fait, il est nécessaire s'il est suffisamment violé. C'est-à-dire, si vous le violez trop, c'est gênant pour la stabilité d'un certain nombre de structures gravitationnelles. Donc il y a une limite supérieure qui est difficile à calculer, qui n'a pas été calculée, qui suggère que peut-être bien, comme tout ce qui peut être violé est violé en physique, on pense, d'après le principe d'entropie, ça donne un autre argument très général indépendamment de toute théorie. Plus généralement, j'ai rappelé la façon dont Descartes voyait les probabilités, mais il y a aussi la vision de Pascal des probabilités. Et le célèbre argument de Pascal, qui était sur l'existence de Dieu, mais l'argument de Pascal, c'est que même si une chose a une probabilité extrêmement faible, si le gain est infini, l'espérance mathématique, qui est le produit de la probabilité par le gain, donc si le gain est infini, l'espérance est infinie. Donc vous devez parier que Dieu existe, par exemple. Mais on peut appliquer ça à microscope, c'est-à-dire personne ne peut mettre une probabilité, elle est peut-être faible, mais le gain est énorme, parce que c'est la découverte d'une nouvelle force, mais c'est une nouvelle force qui modifie profondément la gravitation au cœur de la théorie de la relativité générale, donc le gain est pratiquement infini. Et pour résumer ça, on peut dire que l'expérience microscope est une fenêtre extrêmement transparente. Extrêmement transparente veut dire si vous comparez le reach de microscope, ce qu'il peut sonder comme différence de théorie de la gravitation par rapport à Einstein, il est plus performant que toutes les autres expériences sur le marché. Donc nous avons là une fenêtre extrêmement transparente sur la physique, au-delà de la physique actuelle. Donc espérons que le microscope trouve quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est important. Merci beaucoup. Juste une petite question de ma part. Par rapport aux expériences qui ont lieu sur Terre, expériences, on va dire, traditionnelles, même si elles sont souvent extrêmes, au cœur de la matière, quel est le complément, en fait, quelle est la motivation
On ne peut pas faire beaucoup mieux en fait sur Terre? Personne aujourd'hui, le gain est d'aller dans l'espace, multiplie d'un facteur 1000, un facteur qui est important dans l'expérience. Donc vous avez ce gain énorme d'aller dans l'espace. Il pourra y avoir dans le futur même des gains encore plus grands avec une expérience cryogénique. Si le microscope trouve un résultat non nul, il faut immédiatement planifier une autre expérience. En principe, il a été affirmé par certains experts des atomes froids que sur Terre, on pourrait faire des tests de très haute précision du principe d'équivalence, mais ils n'ont pas encore montré depuis plusieurs années que cette assertion a été faite. Il n'y a pas de schéma sur Terre qui soit compétitif. Professeur, merci beaucoup. On vous retrouve un peu après pour la séance de questions-réponses. Merci infiniment. Alors, eh bien, il est temps maintenant de poursuivre avec nos 5 invités, qui sont donc les chefs de projet pour le CNES, pour l'Agence spatiale et pour l'ONERA, les scientifiques qui sont impliqués dans cette mission Microscope. Voici donc aujourd'hui pour la première mission qui est Microscope, qui a été réalisée donc qui a été proposée par l'ONERA et le laboratoire GéoAzur de la Côte d'Azur en décembre 1999. Et en réponse à un appel à proposition que le CNES avait fait sur une série de missions scientifiques sur des microsatellites que l'on appelle Myriade. Et il s'est établi ensuite une coopération avec différents instituts. Donc je les ai indiqués ici. Donc nous avons une coopération avec l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale allemande, et M. Eberhard Bachem est dans la salle. C'est lui qui représente toute la partie d'astronomie et de physique, astronomie, astrophysique et physique fondamentale à l'agence du DLR. Et le laboratoire allemand, le ZARM, à l'université de Brême. Et cette coopération a ensuite été étendue plus récemment par des appels à propositions, maintenant que la mission est développée, pour ouvrir le traitement des données à de nouveaux laboratoires. Donc simplement ce petit schéma, on a parlé donc de la physique du 21e siècle, et en fait on reprend une expérience qui a été faite il y a des siècles en fait, puisque c'est une expérience très profonde sur l'universalité de la chute libre. Donc nous allons tester la chute libre de ces deux masses dans l'espace et gagner des ordres de grandeur. Donc plus de 2 ordres de grandeur par rapport aux expériences qui sont faites encore actuellement sur des pendules de torsion. Il y a également eu des expériences de tir laser entre la Terre et la Lune pour voir comment la Terre et la Lune tombent dans la gravitation du Soleil, donc qui sont aussi à ce niveau de 10-12, 10-13. Et donc aller dans l'espace permet de gagner 2 ordres de grandeur. Donc voici le satellite microscope, on pourrait l'appeler l'ascenseur d'Einstein, qui va tomber dans une chute libre parfaite, et qui contient donc au cœur du satellite ces 2 masses d'épreuves. Vous avez ici, Pierre Touboul l'expliquera par la suite, les 2 accéléromètres électrostatiques au centre de ce satellite qui contiennent des masses d'épreuves qui sont cylindriques et qui coulissent l'une dans l'autre suivant un axe préférentiel. Donc l'une en platine, l'autre en titane, et puis un autre accéléromètre de référence. Donc la difficulté est que ces masses d'épreuves doivent être protégées de toutes les perturbations, et ça va être le rôle de ce satellite, donc de servir de protection. Et pour cela, il y a un système de compensation de traînée qui nous a été fourni par l'Agence spatiale européenne et que l'on décrira aussi, qui va donc permettre de réduire la compensation résiduelle de la traînée atmosphérique, puisque nous sommes à une altitude de 707 km, et il reste un résidu d'atmosphère, et puis également la pression de radiation solaire ou ce genre de perturbations. Il a fallu aussi, par rapport à la ligne de produit Myriade, extraire toutes les parties qui pouvaient avoir des petits mouvements parasites. Donc sur les panneaux solaires, il y a eu des choix très particuliers, sur d'autres parties du satellite également. Et donc ce satellite est aussi très original parce que la charge utile est au cœur du satellite et qu'elle interagit avec le satellite. Le satellite et la charge utile ne font qu'un en fait. La véritable expérience, c'est l'ensemble des deux.
Et donc, il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a eu une coopération dans le mode de travail, une coopération extrêmement étroite entre les équipes du CNES et les scientifiques, en particulier pour élaborer le bilan de performance. Donc on a monté un groupe performance qui est piloté par le CNES et qui se réunit régulièrement. Tous les mois, il y avait une estimation de toutes les évolutions en termes de perturbations. Donc voici le schéma de principe de cette mission qui va être mise en orbite basse prochainement, lancée le 22 avril, sur une orbite circulaire héliosynchrone. Donc le principe d'équivalence va être mesuré suivant un axe dans ce satellite pendant une durée de 2 ans. Et la mesure se fait à une fréquence particulière qui est la fréquence orbitale. Et le satellite peut, en mode inertiel, et le satellite peut également être spiné, ce qui fait varier la fréquence et on peut faire d'autres mesures à une autre fréquence. Donc évidemment, ça a été un travail très long et très itératif. Il y a de nombreux partenaires, donc l'ONERA en premier lieu, qui est Pierre Touboul et PI de la mission. L'ONERA est responsable de l'instrumentessage et sera maintenant aussi aux commandes pour la partie centre de mission scientifique. L'Observatoire de la Côte d'Azur et le CNRS à travers le laboratoire GeoAzur, Gilmetris, qui est co-PI de la mission, pour toute la partie d'analyse des performances de la mission, le traitement des données, et nous verrons cela plus précisément tout à l'heure. Donc une coopération avec l'Allemagne, avec un COAI qui est Hans-Jörg Dicus de la DLR et Klaus Lammersal du laboratoire ZARM. Le ZARM a réalisé les essais de cet instrument dans la tour à chute libre. En fait, cet instrument ne peut pas être testé complètement au sol. Et donc, il a fallu finalement lui faire une chute libre déjà sur une tour de 50 mètres de haut, je crois, en Allemagne. On peut faire avec une catapulte une dizaine de secondes de chute libre. Donc le ZARM est également impliqué dans le traitement des données et c'est Hans Zelling qui est le responsable. Les masses sont aussi très difficiles à réaliser, il faut une précision diabolique pour l'usinage de ces masses et c'est le laboratoire de métrologie allemand, la PTB à Braunschweig, qui les a réalisées. L'ESA fournit les micropropulseurs à gaz froid et le rôle du CNES est rappelé rapidement ici comme maître d'œuvre du satellite. Là, je voudrais insister un petit peu là-dessus parce que cette mission très délicate, en fait, je pense, a pu être réalisée parce qu'il y avait une maîtrise d'œuvre directe sur ce satellite. Et le mode de fonctionnement de la préparation de cette mission était vraiment très proche des laboratoires. Il y a eu des itérations et donc c'est effectivement une agence comme le CNES qui pouvait réaliser une telle façon de travailler. Donc le CNES est responsable du lancement, de l'exploitation du centre de commande et de contrôle des réseaux de stations Bandes et des réseaux de communication associés. Tout cela, c'est dans la filière myriade des microsatellites. Le satellite microscope est le 4e en fait de cette série de missions scientifiques sur myriade. Et il y a également un centre d'expertise de la compensation de traînée qui lui est très particulier à la mission. Nous avons aussi établi un groupe performance entre les 4 partenaires et un Science Working Group autour de la mission scientifique avec différents thèmes qui sont indiqués ici. Donc la relativité générale, vous avez entendu les motivations par Thibaut Damour. Des interactions fondamentales, Pierre Fayet, plutôt sur la partie physique des particules. Physique interdisciplinaire, Serge Reynaud est dans la salle également, si vous avez des questions à poser sur l'aspect scientifique. Il y a également d'autres applications qui sont maintenant en dehors de la partie principe d'équivalence, donc plutôt sur le champ de gravité, et donc avec l'IGN et sur l'aéronomie avec un laboratoire de l'université de Delft. Et la coopération a également été étendue, côté ESA avec un représentant de missions similaires et dans d'autres pays sur le parti traitement des données. Donc nous avons une coopération européenne et internationale. Voilà. Merci beaucoup. On est à 7 jours du lancement et à
12 jours de la mise opérationnelle de l'instrument, c'est-à-dire la mise sous tension de l'instrument. Ce sera évidemment pour nous à la fois une grande satisfaction parce que ça fait le premier tome du livre qui a été écrit, qui est la réalisation de cet instrument. Et puis ce sera le deuxième tome du livre, celui qui traite les données. Donc ça sera aussi une excitation dans la mesure où on commencera à travailler sur le traitement des données. Donc en fait, le NERA, l'institut auquel j'appartiens, a en fait 3 rôles. D'une part, le rôle de l'investigateur principal de la mission. Donc il a fallu, suite au Thibaut Damour qui vous a présenté les objectifs scientifiques d'une telle mission, a réussi à me convaincre il y a une vingtaine d'années dans les Alpes suisses de l'intérêt de faire une telle mission. Puis après, j'ai été convaincu par l'ensemble des chercheurs qu'il peut y avoir à l'ONERA sur la faisabilité d'un tel instrument. Et puis l'Observatoire de la Côte d'Azur m'a convaincu également de la possibilité qu'il y avait de traiter les données et en particulier à rééjecter l'effet du gradient de gravité de la Terre quand deux masses sont distantes, ne sont pas la même position. Et donc on s'est lancé dans cette mission il y a une quinzaine d'années, comme vous l'a rappelé, je crois, Sylvie, puisqu'elle vous a dit qu'en 1999, c'était la première sélection de la mission Microscope. La deuxième activité donc, que l'ONERA avait était la fourniture de cet instrument. C'est au cœur du satellite. Donc l'instrument a été fourni en octobre 2014, je crois, pour le début de l'intégration du satellite, puisqu'il est au cœur, comme on l'a rappelé, du satellite Microscope. Enfin, la troisième responsabilité, c'est le traitement des données, l'archivage de celui-ci et la distribution à la communauté internationale scientifique. Et là, Gilles Métris détaillera un peu cet aspect. Donc, Thibaut a rappelé qu'en fait, le principe d'équivalence, c'est un principe, comme son nom l'indique, ou c'est un objet heuristique, comme il l'a signalé, ou un principe, c'est-à-dire qu'en fait, seule l'expérience confirme la réalité de ce principe. Et vous avez là les propos d'Einstein lui-même dans son bouquin The Meaning of Relativity. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, l'expérience est limitée, on en a parlé un peu, on l'a évoqué. Donc il se fait de deux façons, soit au laboratoire avec un module de torsion que vous avez là par exemple qui est représenté. Donc c'est un instrument qui a été développé par l'université de Seattle ou de l'État de Washington aux États-Unis. Donc c'est le groupe de scientifiques qui s'appelle EDWASH et qui permet d'obtenir une précision d'environ 10-13. La deuxième expérience qui est faite au sol, c'est le mouvement relatif de la Terre et de la Lune dans le champ gravitationnel du Soleil. Et grâce à un faisceau laser qui relie les deux, on arrive à déterminer avec une très grande précision la position relative de la Lune et de la Lune vis-à-vis de la Terre. Et donc on a aussi une précision de 10-13. Mais ces deux expériences sont maintenant limitées, soit par l'activité humaine et le gradient de gravité, soit par le fait qu'il est très difficile d'avoir une détermination de relative de la Lune par rapport à la Terre. Et donc il fallait aller dans l'espace pour avoir une précision plus grande, et c'est ce qu'il fait avec l'expérience de Microscope. Donc en fait l'expérience est assez simple, on considère deux masses, la coloriée en jaune ou coloriée en bleu, qui ont en fait la même trajectoire sur une orbite qui est quasi circulaire autour de la Terre à 700 km d'altitude, donc à 7000 km. Là, vous avez leur trajectoire est quasi circulaire, donc avec un rayon de 7000 km, et on va imposer aux deux masses d'avoir la même trajectoire avec une précision de Langström, qui est le rayon d'hydrogène. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir 10 moins 10 mètres qui sera imposé sur les deux masses par rapport aux 7000 km qui est le rayon du cercle. Et on va mesurer les forces électrostatiques, des forces extrêmement faibles qui sont appliquées relativement sur les deux masses, et on va vérifier que ces forces ne sont ou ne sont pas, selon la violation, identiques appliquées aux deux masses. Donc quand les deux masses, quand il n'y a pas de violation, on applique la même force sur les deux masses. Quand il y a une violation, c'est une force différente qui est appliquée sur chacune d'elles. Alors bien évidemment, on observera le signal principalement selon la direction du champ gravitationnel de la Terre, donc dans cette direction-là. Et c'est ce qui fait que quand le satellite est stabilisé en repère inertiel, on s'intéressera plus particulièrement à un signal sinusoïdal de fréquence orbitale, et quand le satellite tourne autour du plan orbital sur lui-même, on pourra moduler le champ gravitationnel de la Terre à des fréquences plus élevées. Donc l'instrument en fait est composé de deux accéléromètres
électrostatiques spatiales différentielles qui sont identiques. Vous en avez un là et un deuxième en dessous. Donc chaque accéléromètre différentiel est composé de 2 senseurs inertiels qui a en son cœur une masse. Donc l'instrument accéléromètre est composé de 2 masses d'épreuves. Chaque masse est soit de composition identique pour ce qui concerne le premier et de composition différente pour ce qui concerne le deuxième. Donc en cas de violation, le deuxième aura un signal et non pas le premier puisque les masses sont identiques de composition identique. Et c'est en observant les 2 signaux que l'on pourra crédibiliser le signal détecté par la mission microscope. Alors là vous avez un schéma qui vous représente plus simplement l'accéléromètre. Donc en fait vous voyez en jaune c'est une masse, la petite masse, donc ce sont des cylindres, des quasi-cylindres avec quelques méplats de façon à contrôler la rotation autour de l'axe de révolution du cylindre. Et puis c'est un genre de Pouperus, excusez-moi. Donc les masses sont cylindriques, elles sont entourées d'un jeu d'électrodes qui permet de contrôler les 6 degrés de liberté grâce à des cylindres qui portent ces électrodes. Ces cylindres sont en fait réalisés en silice doré avec un usinage d'électrodes sur lequel on applique des potentiels électriques qui permet de contrôler complètement le champ électrostatique qu'il y a autour des masses et donc d'appliquer des forces sur celles-ci. Vous avez ici, alors vous voyez combien est complexe l'instrument. L'aspect le plus difficile, c'est l'aspect d'intégration. L'ensemble est intégré dans un boîtier étanche, sous vide, avec une propreté ultime, de telle façon à ce qu'aucune force parasite n'est appliquée à l'accéléromètre. Donc le dernier point qui est aujourd'hui d'actualité, c'est évidemment le traitement des données, puisqu'on attend avec impatience ces données. Et donc on a développé à l'ONERA un centre de contrôle, parce que je voulais insister, Gilles va rentrer dans les détails du traitement des données, je voulais insister surtout sur le fait que le satellite microscope c'était un véritable laboratoire pour la mission microscope, pour l'instrument, et que l'instrument ne peut pas fonctionner ou ne peut pas être aussi performant que sans ce satellite dédié. Ce satellite lui permet d'avoir en particulier un découplage par rapport aux forces parasites, ça a été dit, qui lui sont appliquées et donc qui seraient appliquées sur l'instrument qui ne permettrait pas de faire une chute libre avec une telle longueur en termes de temps. Donc là d'autre part, c'est un blindage, c'est un filtrage thermique, puisqu'il faut rappeler que la partie mécanique de l'instrument est stabilisée à 1 millicap. Ensuite, nous avons aussi un blindage magnétique qui permet de rejeter les forces parasites, de même que le capot de l'instrument lui-même permet un découplage électrique. Enfin, comme on en a parlé précédemment, grâce à un système plus complexe que va développer Yves André, on a un découplage vibrationnel qui permet de rejeter les accélérations. Donc vous voyez, comme c'est une expérience de physique, le scénario de mission va être traité tout au long de la mission des 2 ans. Et il va falloir être très réactif vis-à-vis de cette mission, parce qu'il s'agit de faire une expérience où l'ensemble des paramètres ont changé. Donc on va bénéficier de l'agilité de l'instrument, mais aussi de l'agilité du satellite, et pour pouvoir modifier le comportement de l'ensemble. Ensuite, vous avez ici, en fait, il y a 3 niveaux dans le traitement des données. Il y a un niveau opérationnel, un niveau hebdomadaire pour gérer le scénario de mission, et un niveau plus mensuel avec le SWG pour déterminer le retour scientifique optimal de la mission. Maintenant, c'est à Yves André, donc chef de projet microscope au CNES, de nous décrire le satellite lui-même, effectivement, et la coopération, en fait, l'ensemble du travail des équipes. Parce que c'est aussi évidemment une aventure humaine. Il y a des femmes, des hommes, des ingénieurs, des scientifiques et des techniciens qui ont travaillé patiemment, mais sûrement dans un temps qui n'est pas notre temps à nous en fait. Nous on est un peu dans l'instant, vous êtes dans la durée. Oui, en fait on est dans les deux, on est dans l'instant et la durée. Vous serez dans l'instant la semaine prochaine peut-être. C'est un marathon en fait, un peu microscope. Donc je vais vous présenter rapidement en fait, ce projet qui a été réalisé en maîtrise d'œuvre interne. En fait, on a réalisé un système complet en maîtrise d'œuvre interne. Vous voyez du côté ici, vous avez le satellite. Donc ici, on voit les participations à ce satellite.
Donc il y a déjà des choses qui ont été présentées par l'ONERA, vous verrez l'Observatoire Côte d'Azur, le DLR et notre ami Deleza qui vous présentera ici le système de micropropulsion qui a été embarqué, le moteur électronique de commande sur le satellite. On utilise les satellites du GPS qui existent des Galileo, puisqu'on a un système GNSS qui est mixte. Les stations sol existantes, et puis vous voyez ici toute la partie segment sol qui est développée par le CNES, donc il y a eu des éléments entre les satellites, je reviendrai très rapidement après, et la partie de l'ONERA ici, le centre de mission. Donc il a fallu concevoir, à partir de l'équation de performance qui nous a été donnée, la mesure, le principe de mesure, concevoir avec les scientifiques un système complet qui réponde à ça. Et il y a eu un travail énorme, puisqu'il y a plus de 10 ans de réunions de performance, où on a évalué tous ensemble les performances et donc les impacts divers qu'il fallait pour maîtriser cet ensemble. Évidemment, le cœur, c'est celui qui va partir dans l'espace. Le cœur, c'est l'instrument qui contient le satellite qui a été construit spécifiquement pour répondre à ce besoin-là. L'isoler, le découpler, donc tenir le millième de degré, tenir des champs de gravitation extrêmement stables. Tout ça, ça a été fait de façon détaillée. Vous voyez ici l'aménagement du satellite. Vous avez la maquette qui est là-bas avec les réservoirs qui contiennent le gaz, la charge utile au milieu. Et ici, le système de fin de vie. On déploie deux mâts de Gossamer de 4,60 m qui vont augmenter la traînée et ramener le satellite conformément à la loi des opérations spatiales, c'est-à-dire dans les 25 ans. C'est l'objectif à cette Il retombera sur Terre. Il revient sur Terre. Voilà. Très important de... Ensuite, il y a eu beaucoup d'ingénierie. Le satellite, c'est pas juste de faire un aménagement et de construire le système. Il faut calculer tout dans des détails extrêmes. Donc, on a des analyses thermiques ici qui vérifient que chaque équipement à l'intérieur reste dans la bonne plage de température dans toutes les configurations de satellite. On fait des études mécaniques, d'abord des études, puis des essais. Vous avez vu pendant les vidéos, on voyait que le satellite était secoué. Et aussi des essais en acoustique pour vérifier qu'il est capable de supporter les charges au lancement et arriver en orbite dans un état sain. Il y a les études électriques pour vérifier tout son comportement, que tout le système va toujours avoir l'énergie à bord qui convient pour faire les mesures. Et enfin, ce qui est spécifique à microscope et qui a été très pointu sur microscope, c'est le contrôle d'attitude et d'accélération. Ce contrôle d'accélération où on a un fort couplage ici, là, entre la charge utile et les instruments. Alors, on peut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur microscope détaillé. Par exemple, vous voyez les protections thermiques, c'est toutes les parties dorées que vous voyez sur la maquette là. Vous pouvez vous lever pour aller l'installer, aucun souci. Sur la maquette, vous voyez, il y a des parties dorées. Et si vous regardez ici sur ces images, vous voyez qu'il y a des plis là. Et donc il y a des parties qui sont plus éclairées que d'autres, il y a des parties qui sont sombres. Ce qui fait qu'avec le soleil rasant, la MLI, qu'on appelle la MLI, Multi-Layer Insulation, cette protection thermique, a tendance à boucher. Et le mouvement de ça crée une perturbation qui nous gêne beaucoup sur le satellite. Donc il a fallu regarder en détail toutes les choses. Quand on allume aussi le signal pour émettre les antennes, pour envoyer la télémesure au sol, ça aussi crée une perturbation. Tout ce qui bouge crée une perturbation. Il a fallu regarder aussi les fils électriques. Quand on passe en courant, ils peuvent bouger légèrement. S'ils bougent légèrement, il faut une variation du champ de gravité différentielle entre les forces. Donc, Microscope a été une expérience où on est allé au-delà de tout ce qu'on avait fait précédemment dans les analyses détaillées des perturbateurs et à la fois on était à la limite des performances. Il a fallu regarder aussi dans les réservoirs comment bougeait le gaz. 0,6 degrés d'écart entre la partie qui est au soleil en haut et le bas, ça fait un dépassement du centre de gravité du gaz qui est gênant et qui perturberait la mesure. Donc il a fallu regarder tout ça et on était à la limite de tous nos logiciels même en termes de précision de calcul, puisqu'il faut aller chercher des chiffres qui sont extrêmement petits, extrêmement faibles. Et donc il a fallu longtemps se gratter la tête tous ensemble avec les scientifiques pour être sûr de ne pas oublier le moindre petit élément qui pourrait venir perturber cette belle mesure. Donc par exemple, sur le contrôle thermique, on est de l'ordre du millième de degré. Oui, alors là, il a fallu effectivement le mesurer et le valider. Le millième de degré Celsius. Oui, et on a été perturbé parce que dans la salle, les fils qui amenaient le courant au satellite, à un moment donné, ils ont pris le soleil par la fenêtre, le soleil a réchauffé légèrement, il a changé la résistance et ça a fait perturber la mesure. Donc on a mis du temps à coupler que la perturbation venait de la lumière du soleil qui éclairait nos câbles sur le sol. Donc c'est une précision extrême qui nous a été demandée et ça a été très long. Le système de propulsion au départ a été fourni par les... Et ensuite c'est un problème de propulsion électrique, on est passé à un système gaz-froid. Dont on parlera tout à l'heure Alessandro. Donc,
la maîtrise d'œuvre de l'ensemble complet a été faite au CNES et l'ESA fournit donc l'électronique de commande et les moteurs. Et après tout le reste, le couplage et les essais. Ici vous voyez un caisson qui est au CNES pour vérifier les performances et ici les panneaux de vol. Donc ça aussi, une partie a été faite en 1921. Après il y a eu toute l'intégration et les essais. L'intégration et les essais, ça a été 2 ans, dont les derniers mois ont été particulièrement intenses. On a doublé les équipes d'intégration. Il faut savoir qu'au début, quand on a repris le contrat interne, on devait lancer en 2017, puis on nous a proposé un vol sur Sentinelle-1B. On a dit OK, on sera prêt, donc il a fallu mettre le potentiel, accélérer. Donc on a accéléré fortement. On s'est retrouvé en juin 2015 avec un peu de retard sur la date de lancement. Donc on a doublé les équipes. En octobre, on a triplé les équipes. On a travaillé 24 heures sur 24 en semaine, 16 heures par jour, samedi et dimanche. Tous les dimanches inclus, sauf le 24 décembre où on s'est reposé et le premier week-end de janvier. Et tout ça jusqu'au début février. Donc ça a été particulièrement intense. Il a fallu non seulement augmenter les équipes d'intégration, mais aussi augmenter les équipes qui analysent derrière tous les essais, parce qu'il n'était pas question de prendre en retard s'il y a une anomalie, il fallait réagir immédiatement. Ouais, non, ça va être le plus dur, Pierre. Donc il y aura une revue au lancement, la veille du lancement, qui valide l'ensemble pour dire que tout l'ensemble est prêt au lancement. Mais là on est prêt. Et on l'a qualifié. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. On fait des niveaux de recettes, c'est-à-dire on évalue les niveaux, on prend une petite marge, et on fait ce qu'on appelle une recette. On vérifie juste que ça va aller. Mais nous, on est allé au-delà, parce que c'est le premier modèle, donc on fait une qualification. C'est-à-dire on a encore une marge au-dessus, un facteur 1,25 là-dessus. Voilà. Donc le CNES aussi a eu en charge tout cet aspect-là de la campagne de préparation, d'interface avec Ariane Espace, de faire toutes ces analyses mécaniques, etc., thermiques, et de trajectoire. Voilà. Ici, vous voyez le lancement, c'était la version du Sentinelle 1A, qui sera la même, avec microscope. Et enfin, pour finir, on va faire la recette en vol qui va durer jusqu'à septembre. Donc on aura une revue de recette en vol fin septembre, début octobre, à laquelle je vais faire la passation, le développement passe le projet au système d'exploitation. Il y aura un nouveau chef de projet d'exploitation. Et on va lui donner clé en main le système validé et vérifié. Et il y aura après l'exploitation opérationnelle qui est aussi faite par le CNES. Et enfin les opérations de fin de vie. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors nous allons maintenant switcher en anglais, puisque Alexandro Azzei de l'Agence spatiale européenne est chef de projet adjoint en fait sur la solution microscope, sur la mission microscope. So Alexandro, thank you very much to be here. Could you please present us the ESAT contribution of a microscope, please, and specifically the micropropulsion system, something revolutionary, looks like. We have been involved in microscope for only a certain aspect, which is the micropropulsion system. And I will try to give a short introduction on what is micropropulsion and also where has it been used before embarking on microscope. So for those people who are less familiar with what ESA does and why we are involved also in this project, it's our mandate, let's say, to draw up the European Space Program and to implement it. And we do this through several projects, and these projects are in different fields. So we look at Earth itself, the immediate space environment, the solar system, and also beyond, but also we look at the applications from space that benefit Earth and life on Earth itself. And to do this, we have the field of space science. So we have different directorates. One is space science. We have human spaceflight, exploration, Earth observation, launchers, navigation, telecommunications, and the technology and operation side. And we do this for each country by itself will be less capable of doing all these things. So the power of ESA is to put member states together, and member states together will be able to do much more than each country individually. So the idea is to have
as many member states as we have now, and you can see them. I won't mention every one of them, but it's 22 at the moment. And we also have Canada, who has since the beginning been a cooperating country. And we now have also special agreements with other European countries that aspire to be part of it. So in this way we increase the cooperation between countries. So we cooperate with countries, and one of the cooperation is with CNES for microscope. And the thing is that for Gaia, the project Gaia, we have developed a micropropulsion system based on cold gas. And this is a very specific concept, because on the one hand it's very small, the thrust is very inefficient if you want, because it doesn't take any chemical process into account. It's just opening a valve and letting high pressure nitrogen go out. But the beauty of it is that you can get extremely tiny thrust levels, and these are necessary for missions like microscope, where you need extreme accuracy. And as has been already mentioned before, we have very small perturbation like solar radiation, so just the mere particles from the sun that disturb an orbit of a spacecraft by impacting its surface, something that we would think is almost nothing, but for the amount of accuracy required, as explained before, it becomes a big disturbance for the measurements. So we have this system that can compensate this continuously. And you could also imagine that for some missions, when you get impacted by a small meteorite, that you get a disturbance, a sudden disturbance, which you need to compensate again. And for instance, for Gaia, this was very important, because we need to be always pointing at a certain direction, and we always need to know where we are looking. So. Sorry. Juste pour remettre dans son contexte, ces micropropulseurs, en poussée maximale, c'est la poussée qu'il faut pour soulever un grain de sable sur Terre. Ça, c'est la poussée maximale. Ou alors une feuille de 5 grammes, une feuille A4 classique de 5 grammes. Ça donne une idée, en fait, de ces instruments. Indeed, because if you, in the end, look at the capability of these thrusters, it goes from 1 micronewton, so 1/1,000,000 of a newton, to 1,000 of a newton. And to put into perspective, because it doesn't say much, a micronewton, indeed we will need almost 50 of these thrusters, the thrust of 50 thrusters, to keep 1 A4 paper up. So, and that's at the highest performance. This is the highest thrust. So imagine at 1 micronewton. Well, ah oui, d'accord. Donc c'est pas un seul, c'est 50. 49 to be okay. 49. 49 micropropulseurs pour laisser une feuille A4. Je croyais que c'était 1, mais non, c'est 49. Pour laisser une feuille A4 soulevée. Voilà. Bon, c'est encore impressionnant. C'est vraiment la mission spatiale impressionnante dans toutes ses composantes. So before contributing to microscope, this system was actually developed for Gaia, who is now operating successfully since the launch in 2013, in December. And Gaia had a slightly different approach. So we had 6 thrusters to have all directions, and then in a redundant system, so we had 2 times 6 thrusters. And you can see the round circles indicating where these thrusters are at the base of Gaia. And basically what it was used for is to first go into a spin mode that is very accurate, so that, because Gaia is making a very accurate map of the universe, of the stars in the sky. And in order to have the accuracy required, we need to know exactly where we're looking, and for this we have a very specific spin cycle. And to achieve the accuracy of the spin, first you use the chemical thrusters, and then you go into a transition to purely cold gas, because only the cold gas can get this accuracy without disturbing the measurements. So, and it's actually used from the 1 micronewton to the 1,000 micronewton, so this was unprecedented, and was the first time that this has been achieved and demonstrated in flight. So once this was developed, there was also LISA Pathfinder,
who decided at a certain point, since we demonstrated it for Gaia, to go from electric propulsion to the cold gas as well. So last minute they had to change their design, and they took basically the Gaia design one-to-one with the same electronics and the same thrusters implemented on their spacecraft, and it has been recently launched and is operating properly. So these are the two missions that are already flying with the technology. And then we also made the agreement with CNES to provide them for microscope. Now, there was a bit of a complication of transferring from Thales Alenia Space Italy to, at the time, Selex. It's now Finmeccanica, so they keep changing name. But the point of changing company also had some challenges for the technologies that might have been normal for one company and less normal for another. So, Andre, you know the challenges that this has also represented for the mission, because there were also some other changes required with response time, etc., because microscope is a very specific mission that needs very specific performance. So the time was limited, but we managed in the end to have all the thrusters and the electronics ready on time, and now it has been successfully integrated and ready to launch. Fantastic. Thank you very much, Alexandro. So we will keep you for questions and answers. Thank you very much. Donc, eh bien, maintenant, c'est au tour de Gilles Métris, de GeoAzur, de l'Observatoire de la Côte d'Azur, de nous présenter en fait le traitement des données, peut-être de pouvoir répondre à ma question initiale sur la volumétrie totale attendue des données, parce qu'on ne se représente pas nécessairement ce que cela représente, et puis de nous présenter aussi quelques spécifications et cette communauté scientifique qui travaille autour de ces sujets que l'on ne connaît pas souvent en fait. Oui, tout de suite, en termes de volume des données, évidemment ça dépend de quelles données on parle, parce qu'il y a les données de la plateforme, les données de toute la télémétrie, etc. Mais le volume de données à traiter n'est, comparativement à tous les exploits qui ont été décrits là, n'est pas le point le plus impressionnant. Ça se compte en centaines de gigaoctets, les données scientifiques. Quelques centaines de gigaoctets. Peut-être Manuel Rodriguez, qui est le responsable du CMS, pourra répondre plus précisément, mais c'est l'ordre de grandeur. D'accord, l'ordre de grandeur, quelques centaines de gigas. Voilà. Alors, tout comme ce traitement des données, oui, c'est un peu bizarre comme rôle, c'est-à-dire qu'on est entre deux chaînes d'exploits, des scientifiques spécialistes de la gravitation qui testent les dernières théories et des gens qu'on va appeler de la métrologie qui font aussi toute une série d'exploits qui ont été décrits. Nous, on fait des choses assez normales. Simplement, je veux donner un exemple des problématiques qui se posent, parce que toutes les décrire serait un peu fastidieux. Disons que si on part de l'expérience idéale, conceptuelle, le test du principe d'équivalence, bon, je ne vais pas le répéter, est probablement une des concepts d'expérience les plus simples de toute la physique. Bon, ça c'est évidemment une image de pensée, ça ne marche pas pour des tas de raisons, en particulier parce que c'est trop court comme chute, mais pas seulement. Mais ça m'arrange de dire que c'est trop court, parce que si on dit ça, c'est une bonne motivation d'aller dans l'espace. Donc l'expérience idéale dans l'espace, c'est de prendre deux masses sphériques, schématisées comme depuis ici, parfaitement centrées l'une avec l'autre, et protégées accessoirement par un satellite qui fournit aussi le JTEC couvert. Et puis on les met en chute libre autour d'une grosse masse, si possible sphérique, homogène, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est idéal. Puis s'il donne une bonne vitesse initiale, cette chute libre est quasiment infinie. Bon, c'est le principe des satellites. Bon, évidemment, quand on veut se confronter à la réalité, on doit faire quelques concessions à cet aspect idéal. Donc on a par exemple les masses qui ont été déjà décrites, qui ne peuvent pas être en pratique des sphères, parce que c'est difficile de les emboîter, de mettre tous les capteurs qui vont bien.
Donc ce sont des cylindres emboîtés, comme a décrit en particulier Pierre. Et puis les centres de masse sont centrés aussi bien qu'on peut, mais pas parfaitement. Et ça va être en orbite autour d'une vraie Terre. C'est le corps massif le plus à notre portée. Et la Terre qui n'est pas tout à fait sphérique homogène. Ici, j'ai représenté ce qu'on appelle le géoïde, c'est une équipotentielle du champ de pesanteur. Et évidemment, c'est exagéré. Hein. Il est moins déformé que ça, mais sinon on voit rien. Et donc, un des ennemis à vaincre qui a déjà été évoqué, et je vais me focaliser là-dessus pour concrétiser un peu le traitement des données et les étalonnages nécessaires, c'est le gradient de gravité. Pourquoi? Parce qu'on veut comparer donc, la chute libre de deux masses et on voudrait voir si ces chutes libres sont différentes, simplement dues à des effets de composition. Mais il y a des tas d'autres raisons pour que la chute libre soit différente. Et en particulier, en fait il n'y en a pas d'état, une importante, c'est le fait que les deux masses ne soient pas au même endroit du champ gravitationnel dans lequel elles orbitent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le gradient de gravité. Pardon. Et bon, on connaît assez bien ça, on conceptualise assez bien ça. Pour ce qui est d'un objectif de test 10-15 pour microscope, dans le champ de gravité de la Terre qui nous occupe, si on fait un calcul brutal, dimensionnel, on va trouver qu'il faut confondre les centres de gravité au niveau de l'angstrom. Évidemment, on ne sait pas faire ça de construction. Donc, il va falloir être un peu imaginatif, être un peu malin, on va dire, et s'appuyer sur un aspect fondamental dans le microscope qui a été déjà évoqué, c'est l'aspect fréquentiel. Le signal qu'on cherche, on ne va pas expliquer tout le graphique ici, mais peu importe, est la fréquence orbitale, donc liée à la période de rotation autour de la Terre, du satellite. Et ce gradient de gravité, qui est beaucoup plus important, sauf si on arrive à construire un angstrom, il est au double de cette fréquence. Et se projette en fait très peu à la fréquence orbitale. Et c'est ça qui nous sauve. C'est ça à la fois qui nous permet d'une part de relâcher cette contrainte de 1 angstrom à 0,1 micromètre. Même si 0,1 micromètre, on ne sait pas tout à fait les faire de construction, mais on sait corriger les effets de construction à ce niveau-là, justement par des traitements adéquats que je ne vais pas décrire. Donc ça, c'est juste un exemple des problèmes qui se posent dans le traitement des données. Il y en a bien d'autres, parce que notre expérience n'est pas idéale. Et donc, mais c'est aussi, je décris ça parce que c'est aussi sûrement pour cette raison qu'un jour, je me suis trouvé entraîné dans cette mission passionnante et il y a longtemps. Et je l'ai fait bien évidemment depuis. Mais c'est aussi donc toutes ces analyses, un traitement très interdisciplinaire. C'est pour ça que je vais passer en fait directement. J'ai mis autre exploitation de données, c'est pas autre, c'est, disons, on peut situer deux niveaux d'exploitation des données. Il y a le niveau du noyau très dur de la mission, assez ancien, où il faut donc faire tous ces étalonnages, rendre ces données relativement propres. Et puis, il y a le niveau supérieur où il faut prendre un peu de recul et les interpréter. Et donc, on s'entoure pour ça d'un groupe de scientifiques à travers deux cadres. Le premier cadre a été déjà mentionné, c'est le groupe de travail scientifique, le SWG, qu'a évoqué Sylvie Merlot. Et d'autre part, ce sont des groupes qui ont répondu à un appel à la proposition pour suggérer des autres pistes, des autres cadres d'analyse des données. Alors je ne les distingue pas, ces deux groupes ici, mais ça nous a amené à un certain nombre de thématiques. Évidemment, en gravitation, en gros, le test basique que nous on fait, c'est d'essayer d'estimer ce qu'on appelle le paramètre Petrus, qui quantifie les rapports, les différences de rapports masse grave sur masse inerte.
Il y a aussi des tests. Ensuite, j'ai fait quelque chose. Suite à cet appel à idées, il y a eu des tests très spécifiques dans des cadres justement spécifiques que je ne vais pas détailler ici, parce que c'est un peu barbare d'une part et parce que je ne suis moi-même pas strictement expert dans ces domaines. Donc le standard model expansion, l'effet caméléon, ont été deux propositions importantes. Il y a aussi l'étude d'un point de vue absolument standard, on ne parle plus de violation de principe d'équivalence, du champ de gravité terrestre. C'est un sous-produit qu'on espère de cette mission, dû au fait que, comme ça vous a été présenté, on a ces deux paires d'accéléromètres séparés spatialement. Je vous ai déjà parlé de gradient de gravité. Et bien, le gradient de gravité entre ces deux paires d'accéléromètres, autant il serait un ennemi si on voulait faire un test du principe d'équivalence entre les masses distinctes, autant son observation sert à mesurer justement les détails du champ de gravité terrestre dans lequel le satellite évolue. Ensuite, il y a eu la haute atmosphère. Qu'est-ce qu'on fait pour l'étude de la haute atmosphère? En fait, on va étudier, c'est pas tout à fait aussi direct que ça, mais ça revient à dire qu'on va étudier l'accélération, la mesure du freinage du satellite par la haute atmosphère. En fait, il y a le drag free, c'est pas aussi direct, mais ça revient à ça. Il y a aussi des spécialistes des études des perturbations environnementales des accéléromètres, qui s'intéressent à tout ce qui n'est pas tout à fait standard. Par exemple, Yves André a évoqué les craquements de l'AMLI. Nous, on va le regarder, mais il y a aussi une équipe allemande qui a répondu à l'appel à proposition, qui a déjà regardé ça sur d'autres missions, parce que ça n'a pas été dit ici, mais l'ONERA a fait déjà beaucoup d'accéléromètres qui ont volé. Et donc ces gens-là se sont fait un peu une spécialité d'étudier ce genre de perturbations. Et il y a aussi une réponse assez très originale qui propose d'étudier les limites ultimes d'un accéléromètre actif, ça veut dire asservi. Dans le cadre d'une théorie qui a été mise au point dans l'équipe en question, qui est le LKB, qui est donné ici. Je voulais finir, parce que bon, je suis aussi là un peu en tant que représentant du CNRS, et non mais c'est pas tellement pour citer les laboratoires impliqués, évidemment, c'est important. Ce que je voudrais souligner, c'est que parmi ces laboratoires, certains font partie de deux instituts différents du CNRS, qu'on appelle l'Institut des sciences de l'univers, d'une part. C'est par exemple mon cas, mais c'est aussi le cas des gens du CIRF. Et d'un autre institut qui est l'Institut de physique. Vous avez compris, durant toutes ces exposés, que le microscope était très interdisciplinaire. Et donc ça, c'est absolument compréhensible. C'est surtout, ce que je voulais dire, c'est que naturellement, ce genre de labo, c'est pas si évident qu'ils se parlent. Et dans ce sens-là, ça a déjà été évoqué, mais le GREX, c'était un GDR qui a agi pendant une quinzaine d'années, a joué un rôle fédérateur vraiment très, très important qu'il faut souligner. Pas seulement entre ces labos d'ailleurs, puisque au GREX, il y avait aussi à l'époque l'ONERA, même des représentants du CNES, etc. Je vais m'arrêter là. Très bien, merci beaucoup Gilles, merci pour cette précision. On a quelques minutes pour discuter tous ensemble, donc merci à tous les 5.